7 ans après le Penelope Gate, la Cour de cassation a définitivement confirmé donc hier la culpabilité de François Fillon pour les emplois fictifs de son épouse. Mais la haute juridiction a décidé que des peines prononcées contre lui, les peines prononcées contre lui, ainsi que certains dommages et intérêts devaient être réexaminés. Il y a donc encore une suite à cet épilogue. La justice se prononçait sur les pourvois formés par l'ancien Premier ministre, aujourd'hui âgé de 70 ans, par son épouse Penelope Fillon et par son ancien suppléant Marc Joulot, tous trois condamnés en appel le 9 mai 2022 dans cette affaire hors norme. Alors c'est une affaire judiciaire, Gilles Guettner les connaît bien puisqu'il les passe par le menu depuis quasiment 40 ans, même un peu plus, depuis 1981, au fil d'un essai qui s'appelle La guerre secrète entre juges et politiques. Guerre qui n'est pas si secrète que ça puisque les journaux, les médias, en règle générale, se font quand même beaucoup l'écho de ces histoires-là. Rappelons que l'affaire Fillon avait éclaté en janvier 2017 avec des révélations du Canard enchaîné, alors que François Fillon était candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Héros de l'intégrité, il avait été mis en examen et finalement éliminé au premier tour. Cette affaire aura donc eu des conséquences incalculables, puisqu'on peut dire que le macronisme n'aurait pas émergé si jamais François Fillon n'avait pas été éliminé au premier tour. Il avait fait 20,01% et Marine Le Pen 21,30%. Peu de voix les distinguaient, à peu près 500 000 voix. Bonjour Gilles Guettner. Bonjour. Donc on peut dire, en fait, si on essaie de suivre un tant soit peu mon raisonnement, que là, pour le coup, c'est une affaire typique de l'influence des affaires politico-judiciaires sur la vie politique. Là, on a un cas vraiment emblématique. Absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette affaire éclate le 25 janvier 2017, le jour où le Canard enchaîné sort un papier disant que l'épouse de François Fillon a bénéficié d'un emploi fictif, pour faire simple. Et évidemment, à partir de là, les choses vont s'accélérer. Et ce que moi, personnellement, au cours de mes enquêtes, au cours de ma vie professionnelle, je n'ai jamais vu, c'est l'ouverture d'une enquête préliminaire dans la foulée quasi immédiate d'un article de presse. En général, on attend, disons, 1 mois, 3 semaines, selon les cas. Mais là, où il y avait un problème, c'est que l'élection présidentielle arrivait et on pouvait difficilement, c'est la thèse qu'on peut défendre, on pouvait difficilement attendre les tout derniers jours de la campagne électorale pour mettre en examen, le cas échéant, François Fillon. De même que si François Fillon était mis en examen, c'était un peu compliqué d'avoir un mis en examen, ça aurait été unique dans la Ve République, candidat à la présidence de la République. Alors, Lui avait dit d'ailleurs que s'il était mis en examen, il n'irait pas. Oui, alors la question qui se pose, est-ce que l'on doit instaurer une trêve pendant la campagne électorale? Alors beaucoup le pensent. Une trêve judiciaire. Absolument, c'est-à-dire que pendant une période, on ne met pas en examen, on ne diligente plus d'enquête sur un homme politique. Mais le problème qui se pose, c'est que les hommes politiques, même si ils commettent des délits, ce sont des hommes comme les autres, des citoyens comme les autres, et on ne voit pas pourquoi ils bénéficieraient plus que d'autres de la présomption d'innocence. Mais on ne voit pas pourquoi non plus la justice agirait plus vite que pour les autres citoyens. Absolument. On est donc dans un cercle vicieux, et je ne vois pas comment on peut en sortir, sinon qu'on peut se poser la question d'où est parti le coup contre François Fillon. Moi, j'ai émis 2-3 hypothèses, je n'ai aucune certitude, mais on a beaucoup parlé de l'entourage de Sarkozy. À plusieurs reprises, Fillon avait eu des mots plutôt durs à l'égard de Nicolas Sarkozy. On peut envisager une autre piste, celle d'une fuite à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du service de la questure qui a beaucoup de secrets et qui connaît les comptes, les salaires, les indemnités des parlementaires. Mais qui agirait de son propre chef? Non, à mon avis, non. On agit toujours pour quelqu'un. Vous vous rendez compte, si vous balancez, pardonnez-moi l'expression, des documents sur une personne qui est candidate à la présidentielle de l'Assemblée nationale, vous prenez un risque énorme et vous êtes quand même, à mon avis, vous commettez une grosse faute professionnelle. Alors, vous, le 25 janvier 2017, que faisiez-vous, Gilles Guettner? Est-ce que vous aviez un minimum d'infos? Pourquoi d'abord, est-ce que c'est le Canard enchaîné qui sort ce genre d'affaires? Pourquoi ça n'a pas été vous, par exemple? Ça, c'est une question à 10 000 $ et ce genre d'affaires, si vous voulez, c'est en général le Canard enchaîné. À mon avis, ça vient assez facilement et on s'adresse plus au Canard enchaîné et peut-être maintenant, depuis quelques années, à Mediapart qu'à
un journal classique. À l'époque, d'ailleurs, j'étais plus à l'Express. Mais Pourquoi dites-vous on s'adresse? ben, on s'adresse, Parce que moi, normalement, ce sont les journalistes qui vont chercher l'info. On oui, ne la oui, leur mais apporte pas normalement. moi, je pense que non. Là, vous avez dit en quelque sorte, on leur a apporté le dossier. Oui, parce que si vous voulez, enfin, j'ai pas la certitude, mais dans ces affaires-là, c'est pas par une opération miraculeuse que vous obtenez des informations. Je sais assez comment ça se passe. On donne un dossier, ou on fournit un dossier, on fournit des pièces, on fournit des Mais c'est éléments. qui on? Ben, le on, c'est les personnes qui sont proches, qui sont dans l'entourage et qui ont un intérêt immédiat à parler. Vous pensez bien que le crime, entre guillemets, contre Fillon n'est pas innocent et que il s'est avéré d'ailleurs, sans prendre parti, moi c'est pas mon objectif, le dossier est assez lourd contre Fillon. Et alors le paradoxe, c'est que finalement, bon, vous avez des sommes relativement importantes qui ont été versées à Madame Pénélope Fillon, mais en réalité, ce qui a fait beaucoup de mal à Fillon, c'est l'affaire des costumes, qui en soi, Donc qui n'a rien à voir. qui n'a rien à voir, qui a été donné par un avocat de la France-Afrique que Fillon connaît bien, et qui visiblement avait des comptes à régler avec l'ancien Premier ministre de Sarkozy. Mais ce qui a un peu, si vous voulez, je pense, ému l'opinion au-delà du raisonnable, c'est que le Premier ministre a accepté sans barguigner les costumes et qu'il les a essayés une fois, qu'il dit, et qu'il les a rendus. Donc tout ça, c'est quand même un peu... Bon, C'est anecdotique quand même. oui, oui, Des affaires mais... comme ça, honnêtement, Gilles Gattet, on en trouve des dizaines si on veut en trouver. Non? Oui, oui, mais si vous voulez, alors... Des cadeaux, Non, mais vous avez y raison. compris les dans le cadeaux. milieu journalistique. Hein. Oui, absolument, mais bon, si vous voulez, il ne s'agit pas de jouer les Robespierre ou les Saint-Just, mais quand on est en... Je ne veux pas accabler Fillon, ce n'est pas mon propos, mais on fait très, très attention quand on est ministre ou Premier ministre. Vous vous souvenez des homards de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Ça, si vous voulez... Mais ça aussi, c'est un règlement de compte. Oui, oui, absolument, je pense. Mais ça va Et au-delà... on a apporté les photos à Mediapart. Hein. Oui, oui, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quoi. Pour les gens, la simple photo des homards est déjà, signe déjà le crime, quoi, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'en soi... Il y a beaucoup d'hypocrisie quand même dans tout oui, ça. oui, mais bien Mais sûr. Bien ce qui est sûr. important, Mais les Gilles faits sont Guettner, vrais. alors C'est ça, voilà, il y a d'abord quand même sur le fond de l'affaire, il y a des pays, me semble-t-il, il faudrait vérifier, mais quelqu'un m'avait dit ça, mais vous savez par exemple en Suisse, l'équivalent des députés, les Oui, deux systèmes oui. français et suisses sont quand même très différents, mais enfin, ils ont une allocation versée par, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur indemnité, ils Oui. peuvent financer un emploi, etc. Ça ne pose pas de problème éthique, c'est-à-dire qu'il y a des pays où l'affaire Fillon, il n'y en aurait pas eu. Oui, alors c'est effectivement, vous parlez C'est le cas en Suisse. Hein. des indemnités accordées à ce qui est l'équivalent des parlementaires en Suisse. En France, l'indemnité comment on appelle ça, l'indemnité qu'a droit tout parlementaire, à l'origine, on en faisait ce qu'on voulait. Alors, on a vu beaucoup d'abus. On a vu des députés qui achetaient leur permanence pour eux-mêmes et qui l'utilisaient une fois leur mandat terminé, qui l'utilisaient pour eux-mêmes. On a vu, vous connaissez l'histoire, il y a eu au moins une centaine de députés qui employaient leurs épouses. Bon, ça porte un coup. Et alors, si vous voulez, il faut remonter à loin, à mon avis. Il faut remonter à 1981, dans les années 81-82, où la gauche est arrivée au pouvoir, où la morale était de retour, allait être enfin réinstaurée. Et il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu les affaires, Carrefour du développement, je me souviens. Après, il y a eu l'affaire Péchinet, la Société Générale, qui mettait en cause même... Et c'est parce qu'il n'y avait pas de financement des partis politiques. Oui, c'est ça. Et alors donc, ce qui s'est passé, c'est que devant ces abus, il y a eu un coup de barre terrible et on a voté, en l'espace de 40 ans, on a voté au moins une quinzaine de lois sur le financement politique. Et une des plus importantes, ça a été à la suite de la révélation de l'affaire Cahuzac. Vous vous souvenez de ce ministre du Budget qui avait un compte en Suisse de 600 000 euros. C'est à la suite de cette histoire qu'on a créé le parquet national financier, très critiqué. Bon, mais cela dit... Qui, lui, va donc tuer François Fillon. Oui, enfin, qui va tuer alors, enfin, c'est votre titre, Affaire Fillon, qui m'a tué. Hein. Oui, c'est qui m'a tué. Je présume, quand même, quand même, les juges ont été un bras armé. Maintenant, ce n'est pas forcément le commanditaire. Vous avez raison, mais ce n'est pas le PNF qui a condamné Fillon, mais c'est le tribunal de
correctionnelle qui l'a condamné, pour être précis. Mais bon, comme le PNF marchait un petit peu main dans la main avec les juges du siège, on peut à la rigueur admettre ce que vous dites, mais qui n'est pas faux. Ce qui est quand même fou, Gilles Guettner, c'est que le secret de l'instruction, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Bah, est-ce que ça a jamais existé? Oui, alors, c'est un des problèmes clés. Dans la mesure où il est constamment violé, Mais c'est et les inqualifiable journalistes ne sont normalement. pas tenus. Vous savez que les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction, puisqu'en vertu de l'article 11, ils ne concourent pas à l'enquête. Donc, ils peuvent violer le secret de l'instruction, mais ils peuvent également être épinglés, mis en examen pour recel de violation du secret de l'instruction. C'est un Mais peu... il devrait donc être condamné tout le temps. À Oui, partir du moment où vous parlez d'une affaire. oui, absolument. Mais ça s'est arrêté en 2000. Il n'y a eu plus de condamnation pour les violations de secret d'instruction grâce à moi. Parce qu'un tribunal a estimé, j'avais donné des pièces d'un secret d'instruction à un juge et il m'avait mis en examen pour violation du secret d'instruction. Et le tribunal, me jugeant, a estimé que, en apportant ces pièces, je me justifiais, j'apportais la preuve de ce que j'avançais, et donc je ne pouvais pas être condamné. C'est comme Mais ça. ça, c'est l'exception de vérité, non? C'est-à-dire Non, vous c'est n'aviez pas les- diffamé quelqu'un? Si, c'était dans le cadre de la procédure en Oui, diffamation, et donc mais vous avez 10 également, jours pour présenter les preuves de ce que voilà, vous mais dites. c'était également dans le cadre, la personne qui m'avait assigné, c'était dans une affaire Pacari, une Hmm. histoire ancienne, la personne qui m'avait assigné m'avait accusé de vol. Évidemment, il n'y avait pas eu de vol, c'était évident que ce document m'avait été donné. Bon, on entre dans la cuisine, mais c'est à partir Donc de vous là... présentez ce document à la justice, et Le tribunal me condamne et en appel me relaxe en vertu du droit à l'information, puisque si je ne peux pas donner ces documents, je ne peux pas me défendre. donc le droit à l'information l'a emporté sur Absolument. le recel et la Absolument, violation du absolument. secret de l'instruction. Absolument. Et maintenant, si vous voulez, moi je me souviens la première fois que je suis passé en correctionnel pour diffamation, dans les années 82-83, la présidente du tribunal m'avait dit, Monsieur Guettner, je ne regarde même pas les documents que vous me donnez, puisqu'ils sont couverts par le secret de l'instruction. Vous voyez le chemin parcouru depuis plus de 40 ans. Les hommes politiques en sont-ils plus vertueux? Est-ce qu'en dépit de tout ce qui a été fait sur le financement des partis politiques, sur la moralisation de la vie politique, est-ce que vous estimez que ça a changé quelque chose, ou est-ce qu'au contraire on est entré dans une sorte Ben, d'inflation normative qui finalement ne rend pas les gens plus vertueux que ça? Poser la question, c'est presque déjà y répondre, hein, Hmm. parce que la classe politique en France, on a toujours été des adeptes du système D. Vous faisiez allusion à la Suisse, moi je vais faire allusion à la Suède. Il y a quelques années, la ministre des Affaires étrangères de Suède, qui avait acheté des barres chocolatées Ouais. pour 10-20 euros, enfin pour une somme dérisoire, sur des deniers publics, a été contrainte de démissionner. Hein. On est en pleine folie. Et vous avez aussi, alors, des exemples récents en France, vous avez Olivier Dussopt, qui a été épinglé pour être soupçonné de corruption, pour avoir reçu en échange d'un marché qu'il avait attribué en tant que maire, il avait reçu des toiles. Il a été mis en examen, il a été relaxé. On a considéré qu'il n'y avait pas de délit. Le garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti, a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt et il a été relaxé. Ce qui prouve que la justice fonctionne quand même peu ou prou. Je ne vais pas entrer dans le débat. La justice. Ils ne sont pas systématiquement condamnés. Non, il y a des gens qui bénéficient de la relaxe. Et heureusement, que les condamnations soient sévères, pas assez sévères, c'est un éternel débat. Hein. Gilles Guettner, dans le sillage de l'affaire Fillon, ou plutôt dans le même registre, c'est-à-dire la question de financement, d'emploi, etc., il y a le RN qui a un gros dossier. Hein. Oui, alors, le procès, il est un peu, le dossier, c'est celui des assistants parlementaires européens qui auraient travaillé pour le parti à Paris alors qu'ils étaient rétribués par des fonds européens. Ça, c'est en cours. C'est en cours. Enfin, le procès est acté. Il aura lieu à l'automne, en octobre, pour le Rassemblement national et Marine Le Pen. Il a déjà eu lieu, mais dans les sommes en jeu sont moins importantes, pour François Bayrou, qui a été condamné alors qu'il pensait être relaxé. Alors, est-ce que ça présuppose que le Rassemblement national sera condamné? Ça, moi, c'est une autre affaire. Mais ce qui est important, c'est que
Nous serons donc en 2024, que l'élection présidentielle est en 2027. Et si jamais, si vous voulez, les recours, la procédure arrivait avant 2027 à une condamnation définitive de Madame Le Pen à une interdiction de se présenter, à une inéligibilité, là, elle serait contrainte De renoncer. de renoncer au profit de M. Bardella, sans Donc doute. ce Mais serait on en n'en est fait... pas là, hein, c'est une Non, non, mais hypothèse bien que sûr, mais je... ça serait quand même une sorte de réplique un peu du système Fillon, de la procédure Fillon. Ben, Mine de c'est-à-dire, rien, oui, c'est le oui, même c'est-à-dire, type de cause qui produirait les mêmes oui, effets. oui, c'est ça. Alors que, oui, oui, non, mais absolument. Il y a une autre figure, Rachida Dati. Oui. Alors, Rachida Dati, j'en parle longuement dans mon livre. Bon, c'est une femme qui a beaucoup d'entre-gens, qui a été, D'énergie, je disais hier, on en parlait déjà hier. qui a beaucoup d'énergie, etc., et qui est sous le coup d'un renvoi éventuel, hein, en correctionnel, pour avoir reçu des sommes relativement importantes du groupe Renault. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, le parquet de Paris est en train de rédiger les réquisitions pour dire si elle va être renvoyée ou pas. Donc on ne peut rien dire. Elle doit bénéficier évidemment de la présomption d'innocence. Donc attendons. Est-ce que ça suffit, juste simplement du point de vue de l'éthique journalistique, est-ce que ça suffit de parler au conditionnel de quelque chose qui, alors, donc qui par définition n'a pas eu lieu? Oui, alors, vous faites allusion à quoi? Non, à ce qu'on dit en ce moment. Oui, Quand ça vous n'a dites pas eu lieu. aurait... Si, les faits ont eu lieu, il s'agit de savoir s'ils sont pénalement répréhensibles. C'est ça le... Alors, est-ce que votre hypothèse, enfin ce que vous me dites, c'est que on précondamne les gens déjà, quoi. Le tribunal Condamné médiatique. mais pas jugé, pour parler clair. Forcément, quand vous dites Monsieur Untel ou Madame Untel, ancienne ministre de la Justice, de l'Intérieur est susceptible d'avoir détourné X millions de francs, etc., tout de suite, vous donnez par vos mots une connotation à la culpabilité. Ça, c'est sûr. Alors, Le conditionnel ne change rien. absolument. Alors, les tribunaux, il y a des tribunaux qui acceptent, en matière de diffamation, qui acceptent le conditionnel. Le conditionnel, ça veut dire que vous prenez des précautions. Et si vous mettez pas de conditionnel, ça veut dire que vous n'en prenez pas. Bon. Mais bon, là, c'est toute la... Normalement, un journaliste ne devrait jamais employer le conditionnel. Oui, puisque oui. son métier est de vérifier. Alors, Oui, oui. Mais alors, dans ce cas-là, si vous voulez... non, mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez important. Ou alors, on n'emploie pas le conditionnel et on demande à la personne mise en cause de s'expliquer de la même façon qu'il est mis en cause. Vous voyez, et c'est ce qu'il faut... Certains juristes le préconisent. Lorsque quelqu'un a été relaxé, un homme politique, a été relaxé, alors qu'il avait été, je dirais vulgairement, très nettement assaisonné, il faudrait que, à la suite du jugement, il y ait une page qui soit équivalente à l'accusation qui avait été portée dans le passé. L'équilibre des points de vue. Oui, c'est ça. Mais... Je veux oser un parallèle, Gilles Guettner. On sait que pour les truands, les voyous, au sens large, ceux qui n'ont pas forcément accès au monde politique, passer parfois par... les choses sont liées. Oui, mais passer Parfois. par la case prison, ça n'est pas forcément... c'est un critère aussi de légitimité, d'affirmation dans un milieu, dans le milieu du banditisme. Oui. Et donc, c'est plutôt, d'une certaine façon, positif pour la carrière. Est-ce que c'est un peu la même chose chez les politiques? Parce que l'opinion ne semble pas tellement... Alors, le cas Fillon est un cas particulier, mais... Lui, il n'a pas été en prison. Voilà, oui. Mais l'opinion ne semble pas tellement tenir compte, en réalité, des condamnations, des affaires. Est-ce que ça empêche l'opinion de voter pour telle ou telle personne? Apparemment, non. Ah, je pense quand même que... Bon... Et puis, vous avez une partie... ça peut renverser même la situation en disant, voilà, il est persécuté par le système, vous voyez? Alors, c'est le cas, par exemple, là, vous parlez de persécuté. Il est clair que Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble, qui a été condamné très, très lourdement par rapport à d'autres. Ça, c'est clair. Il est clair aussi que Nicolas Sarkozy, mais là, on dépasse le cadre de la prison, il est clair qu'on a eu le sentiment, pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la vie politique, qui lit les journaux, on a eu le sentiment qu'il a été nettement, qu'il n'a pas été favorisé dans le cadre de ses enquêtes. Il y a un acharnement.
Mais je ne parle pas du fond, hein, Mmh. puisqu'il a été condamné. Mais on a le sentiment que parce qu'il était... Alors, est-ce qu'il paye cher son attitude et ses propos sur les magistrats? Vous vous souvenez de la fameuse phrase sur les petits pois, etc., et qu'il a été victime d'une vengeance. Mais là, je pense qu'il faudrait que le code pénal ait une disposition précise sur l'inconscient psychique du juge d'instruction ou des juges, sur leur propension à mettre en examen tel ou tel. Et ça, moi, je n'ai pas la réponse. Vous en avez rencontré justement de ces juges qui semblent faire la loi, ou du moins qui font la guerre secrète aux politiques? Oui, alors, oui, j'en connais, bien évidemment, mais vous faites allusion au fait que ce serait eux qui donneraient les informations. Mais justement, ce n'est pas le cas. Vous savez que dans tous les dossiers politico-financiers, il y a des parties civiles, et que les parties civiles, souvent, s'en donnent à cœur joie pour donner des éléments d'un dossier, puisque les parties civiles sont victimes parfois des agissements de la personnalité politique qui a été mise en examen. Donc les sources sont très faciles. C'est quand il n'y a pas de partie civile que c'est compliqué, parce que vous pensez bien que l'avocat ou l'homme politique qui est mis en cause, et s'il n'y a pas de partie civile, il ne vous parlera pas. Ou vous aurez des informations du côté de la chancellerie, du côté du parquet, vous avez des tas de... Et puis il y a toujours Systématiquement, il y a des parties civiles dans toutes les affaires que vous Non, avez non, je traitées? pense pas, j'ai pas en tête là, mais non, non, il n'y a pas systématiquement. Si les fonds ne sont pas publics, s'il n'y a pas une collectivité ou un ministère qui est mis en cause, il n'y a pas de partie civile, enfin pas tout le temps, hein, mais il y a souvent des parties civiles, et je ne vais pas révéler un secret. Dans les années 82, 85, 90, lorsqu'il y a eu pléthore d'affaires, grâce aux parties civiles, on arrivait à avoir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et là, je ferai une petite incidente, c'est que le journalisme d'investigation, je suis bien pas placé pour en parler, alors je ne vais pas me faire que des amis. Parfois, ça n'est... Pierre Péan, qui a été un grand journaliste, qui a écrit beaucoup de choses, le disait lui-même, il y a de temps en temps un journalisme qui n'est pas un journalisme d'enquête, mais un journalisme de procès-verbaux. C'est-à-dire que, bon, c'est tout cuit, vous avez le procès-verbal, vous le commentez, etc. C'est ce qu'on disait au début, hein, c'est le dossier qui arrive tout chaud. Oui, oui, c'est pas du journalisme. Et d'ailleurs, mais comme on ne peut pas oublier aussi un autre phénomène, c'est la concurrence entre les journaux. Quand un journal sort quelque chose, ça a un peu évolué, mais dans le mauvais sens du terme. Maintenant, vous avez les chaînes du Tout Info, on se précipite, on est capable de rester à l'antenne pour la presse audiovisuelle, on est capable de rester des heures à l'antenne pour un fait divers. Bon, alors on dira fait de société, tout ce qu'on veut. Bon. Ça fait vivre beaucoup les médias, oui, hein, c'est toutes ces ça. affaires. Et ça fait de l'audience, ça fait bon. Ben, j'espère. Même si on est obligé de se quitter, Gilles Gadner. Ben oui. Parce que vous tenez bien l'antenne, on resterait bien encore Oui, avec oui, vous oui. longtemps. On n'aura pas eu le temps de parler des élections européennes, etc., sous un angle politique plus profond. Mais ce sera, je l'espère, pour une autre fois. Vous aurez l'occasion peut-être de revenir dans un de nos débats. La guerre secrète entre juges et politiques, 81-2024, chez l'Artilleur. Vous êtes ancien journaliste d'investigation, mais vous le restez dans l'âme. Merci d'avoir été des nôtres.